Bonjour chers étudiants de GMP, nous voilà ici pour vous permettre de suivre les cours d'expression et de communication, et ces cours-là vont principalement viser les 2 ou 3 groupes que je n'ai pas eus encore. Alors, nous allons ici procéder de la sorte. Je vous invite à télécharger les fiches. Nous allons, nous, comme d'habitude, passer par des temps de théorisation, ensuite par des temps d'activité. Alors, nous avancerons assez vite puisque vous aurez l'occasion de mettre pause, vous pourrez faire l'activité, puis je vous proposerai la correction à l'oral, il vous suffira de la prendre en note. Je vous propose de regarder d'emblée notre plan de séquence de ce deuxième semestre. Alors ici, vous voyez que pour les 2 premières séances, il s'agit de séances qui traitent de rhétorique. Alors, la rhétorique, c'est l'art de bien parler. Si au premier semestre, nous avions justement regardé comment s'organisait la communication, comment elle se structurait, ici maintenant, eh bien, l'enjeu va être plus concret puisqu'il s'agira de savoir comment bien communiquer, comment bien s'exprimer. Alors, nous allons parler de rhétorique, certes, mais il ne faut pas oublier justement que la rhétorique, si c'est l'art de bien parler, si c'est l'art de l'éloquence, vous verrez qu'elle nous amène à nous poser un certain nombre de questions concernant ce qui va être le thème de cette séquence, c'est-à-dire la vérité. Souvenez-vous, au premier semestre, le thème c'était notre problématique concernant l'expression de la communication était « faut-il être absolument soi-même » Vous y avez très largement réfléchi. Maintenant, eh bien, la question qui va se poser, c'est « faut-il dire la vérité ?» Puisque dans l'art de la rhétorique, qui vise à convaincre et persuader, faut-il systématiquement pour cela dire la vérité? Vous allez voir que, eh bien, cette notion de vérité et cette notion de rhétorique requièrent la philosophie, mais nous y reviendrons dans quelques minutes. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler la communication pour convaincre et persuader. Je vous explique tout dans quelques minutes, mais avant cela, générique. Salut les sans Rolex, les étourdis à la grenade. De cette femme qui dit que ses enfants ont faim, de celle autre qui dit qu'elle lutte. Des Français qui travaillent 70 heures et qui ont parfois même pas de salaire à la fin du mois. Est-ce qu'on va continuer longtemps? Respecte les Français, qu'il est considéré. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout, et en définitive responsable de rien. Et du pénal, il y a cette Président de Nous la République, je ne serai pas le quand chef de la même majorité. une immense émotion qui crée de l'injustice. Bien, nous entrons donc ici dans notre première séance dont l'objectif va être de savoir manier les différents types d'arguments et les différents types de raisonnements. Alors il s'agit bien entendu d'avoir conscience de ce que l'on fait puisque la plupart du temps
un certain nombre de raisonnements, un certain type d'arguments, eh bien, vous les utilisez. Mais encore faut-il savoir qu'on les utilise de manière à les hiérarchiser, à les utiliser à bon escient, à savoir lequel on choisit, ou lorsqu'on nous oppose un type d'argument, savoir quel autre type d'argument on pourra, par quel autre type d'argument on pourra répondre, voire reconnaître le type d'argument qu'on nous renvoie. Donc ici, telle va être la logique, parce que la rhétorique inclut un certain nombre de leçons que l'on retrouve fréquemment. Donc les arguments, les types de raisonnement, les figures de style, par exemple. Tout cela, nous le verrons. Notre objectif précise qu'il s'agit de convaincre ou persuader. Ces deux termes ont l'air totalement synonymes, mais ils ne le sont pas vraiment, puisque convaincre en appelle à votre raison, alors que persuader en appellera plutôt à votre émotion et vos affects. Donc, en tout cas, il s'agit pour vous d'adhérer à un discours. Quand on essaie de convaincre quelqu'un ou de le persuader, on veut le faire adhérer à notre propos. Déjà, c'est un premier aspect qui nous mène vers cette question concernant la vérité. Alors, petite histoire rapide de la question de la rhétorique qui nous ramène vers le 5e, 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, dans la Grèce antique, même si la rhétorique est née, dit-on, en Sicile. Eh bien, lorsque on se réfère à la question de la rhétorique, on pense d'emblée à Platon et les sophistes. Alors, pourquoi? Parce que va s'opposer deux représentations du monde. Ici, les sophistes, qui sont fréquemment attaqués dans les dialogues de Platon à travers la figure de Socrate, c'est-à-dire que les sophistes étaient attaqués par Platon comme des personnes qui arrivaient à vous convaincre et voire vous persuader, puisque les deux termes peuvent s'employer, en faisant fi de la question de la vérité. Voilà pourquoi, ici, on peut lire dans certains dialogues de Platon, principalement, on cherchera le Gorgias ou le Protagoras, qui sont des sophistes célèbres. Platon nous les présente comme des personnes qui pourraient bien arriver à obtenir ce qu'ils veulent grâce à leur capacité d'éloquence. Un sophiste, il me semble que c'est le Gorgias, expliquait qu'effectivement, allant dans une ville où il ne serait même pas connu, eh bien, il pourrait tout à fait convaincre un certain nombre de gens qu'il est le bon médecin que ces personnes doivent voir, quand bien même il n'en aurait aucune compétence. Parce que lui, par rapport au vrai médecin, aurait une compétence ultime, c'est celle de l'éloquence. Donc, on voit bien ici que pour lui, l'enjeu, c'est de convaincre et de persuader, et non pas forcément d'énoncer la vérité. Tel est l'objectif, ici, de l'argumentation. Alors, il faut comprendre que la chose n'est pas si simple. C'est-à-dire que les sophistes, ce sont des coachs, c'était des personnes qui formaient d'autres personnes dans la Grèce antique à être avocats. Et donc, par exemple, pour ce type de profession, l'art de bien parler est totalement nécessaire. Le sophiste, lui, nous proposait non pas tant de nous dire la vérité, qu'un discours qui serait non contradictoire. En même temps, cela va de soi, puisque dès lors qu'on formait des avocats, on pouvait avoir donc, pour une même réalité, deux points de vue qui s'opposent. L'enjeu était donc de convaincre et de persuader sur une réalité dont la représentation était différente selon les parties. Seulement, eh bien, le sophiste nous garantissait que notre discours serait non contradictoire. Un des principes d'ailleurs, un des critères, selon Aristote, de la vérité. Alors, je continue rapidement sur ce concept de vérité, puisqu'il va nous accompagner durant ces deux séances principalement. Eh bien, lorsqu'on parle de vérité, il y a deux grands types de vérité, deux grands critères qui nous permettent de valider quelque chose comme de l'ordre de la vérité ou pas. La première, c'est la vérité adéquation, concordance, c'est-à-dire que lorsque je dis par exemple que cette table est noire,
Je dis la vérité si cette table est noire, c'est-à-dire si mon énoncé dit bien ce qui est réel. C'est ce qu'on nomme la vérité concordance. Bien entendu, ici, tout le monde s'y accorde. Si ce que je vois, si le réel renvoie bien à ce que j'énonce, alors je suis dans le vrai. Mais il n'y a pas que ce type de vérité-là. Vous avez aussi différents types de vérités, comme celle de la cohérence. Alors ici, la vérité cohérence, c'est plutôt celle qu'on trouvera justement, alors dans des propos démonstratifs, dans démonstrations scientifiques, puisqu'il est bien entendu que personne ici n'a jamais, marchant dans la nature, vu un triangle isocèle parfait, etc., etc. Vous voyez, toutes ces formes-là sont des abstractions que nous proposent, par exemple, les sciences mathématiques ou physiques. En revanche, eh bien, elles ne peuvent dites vraies qu'à condition de respecter une suite de démonstrations elles-mêmes cohérentes. Voilà les deux types de vérités. Alors bien entendu, on en trouvera d'autres chez des philosophes modernes comme Heidegger, la vérité comme dévoilement, etc. Mais nous déjà, on va s'intéresser à ces deux types de vérités, la vérité concordance, la vérité cohérence. Alors justement, lorsque nous allons argumenter, nous allons essayer de faire penser que notre discours est vrai puisque nos démonstrations sont cohérentes, et en même temps, on va essayer, donc là on sera plutôt dans le désir de convaincre, et en même temps, nous essaierons également de montrer que ce que l'on dit est vrai. Donc on essaiera de prouver que notre dire est en adéquation avec ce qui se passe réellement. Bien, ça c'était la petite leçon nécessaire que tous vos camarades de la première partie du deuxième semestre ont eu. Il fallait aussi que je vous la donne. Donc là-dessus, je vous renvoie bibliographiquement à lire des textes concernant la rhétorique et la vérité. Faites des recherches, vous trouverez cela. Regardez du côté de Platon, regardez du côté des sophistes, et même nous y reviendrons, et vous l'avez pu voir dans le générique, du côté de Schopenhauer, puisque dans un livre célèbre, L'art d'avoir toujours raison, eh bien, l'enjeu même de Schopenhauer est de nous expliquer que lorsque l'on veut avoir raison, le problème de la vérité doit être mis de côté. Vous voyez, et il vous propose, alors c'est un livre que vous trouverez à 2 € n'importe où, et il vous propose un tas d'analyses, de moments du discours qui visent à toujours donner l'impression que l'on a raison à l'autre, peu importe que son propos soit vrai ou pas. Telle sera donc notre problématique, telle était donc mon introduction concernant ces cours. Maintenant, nous pouvons entrer clairement sur 2 aspects qui vont nous permettre d'assurer un art de l'éloquence, les différents types d'arguments et les différents types de raisonnement. Commençons. Alors, qu'est-ce qu'argumenter? Bien entendu, je vous invite à prendre des notes comme nous faisons en classe, c'est-à-dire noter les ajouts que j'apporte et puis sur les fiches, écrire les corrections aussi que je vous donnerai au fur et à mesure. Alors, évidemment, argumenter, c'est soutenir une opinion, voire c'est la contester. Alors, dans quel but, finalement? Eh bien, dans le but d'obtenir ça. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai, sur ce sujet, l'ambition des conquérants, qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes, pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Vertu de ma vie, comme vous débitez, il semble que vous ayez appris cela par cœur. Et vous parlez tout comme un livre. Qu'as-tu à dire là-dessus? Ma foi, j'ai à dire. Je ne sais que dire. Car vous tournez les choses d'une manière qu'il semble que vous avez raison, et cependant, il est vrai que vous ne l'avez pas. J'avais les plus belles pensées du monde, et vos discours m'ont brouillé tout cela. Laissez faire, une autre fois je mettrai mes raisonnements par écrit pour disputer avec vous. Tu feras bien.
Vous voyez que dans cet extrait du Don Juan de Molière, l'enjeu est très intéressant, c'est parce que Don Juan est en train ici d'expliquer, d'argumenter des raisons de son attitude donjuanesque qui consiste à séduire de nombreuses femmes, ne pas hésiter à multiplier les conquêtes. On voit son valet qui montre surtout qu'il n'est pas capable de soutenir une argumentation qui lui permettrait de contredire son maître, parce qu'il n'a pas les armes pour. Donc vous voyez bien ici que l'enjeu, finalement, de convaincre, de persuader, eh bien c'est probablement aussi de mettre une personne dans la position du valet de Don Juan, c'est-à-dire qu'elle puisse n'être d'accord ou pas, peu importe, c'est de l'avoir mis dans cette position d'être incapable de contre-argumenter. Tel était l'enjeu ici de cet extrait que je souhaitais vous montrer. Alors, ça montre bien effectivement qu'argumenter, c'est choisir une stratégie dans nos idées. C'est une démarche pour convaincre un interlocuteur. Alors, argumenter, ça veut dire que l'on va choisir un certain nombre d'arguments, différents types d'arguments que nous allons étudier dans quelques secondes. En guise d'observation, nous allons d'abord regarder une vidéo. Cette vidéo nous montre le combat de Robert Badinter en 1981 pour abolir la peine de mort. Il est au Parlement, il doit convaincre l'auditoire que sa cause est juste. François Mitterrand venait d'être élu, il avait décidé d'abolir la peine de mort, donc les gens qui ont élu François Mitterrand à l'époque probablement soutenaient ce point de vue, quoique les sondages montraient plutôt à l'inverse que les Français étaient encore favorables à la guillotine. Alors ici, regardez cette vidéo et vous allez voir que Robert Badinter, je l'ai mis en évidence, Robert Badinter mixe différents types d'arguments et différents types de raisonnements. Regardez. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement... Vous avez donc vu les différents types d'arguments et de raisonnements se mêler dans le discours plutôt efficace de Robert Badinter. Et vous avez senti aussi que l'art de l'éloquence ne se suffit pas simplement, j'allais dire, de maîtriser ces types d'arguments et ces types de raisonnements, mais implique de mobiliser son corps. Vous avez vu sa voix, comme elle porte, vous avez vu la force de ses mouvements. L'art de l'éloquence accompagne aussi l'art de maîtriser son corps. Alors, regardons maintenant de plus près les différents types d'arguments. Vous avez l'argument d'autorité, l'argument ad hominem ou ad personam, l'argument d'expérience, l'argument par les faits et l'argument par les valeurs. Sur votre fiche, vous pouvez d'ores et déjà noter les définitions que je vais vous en donner et que vous devinerez assez aisément avec les images que je vous montre. C'est parti, commençons. Alors, l'argument d'autorité est le plus célèbre puisqu'il va s'appuyer sur le prestige et les compétences d'une personne. Alors, ça peut être sur des scientifiques, sur des statistiques données, sur un article de journal spécifique, par exemple. Voilà, donc ça, il s'agit de l'argument d'autorité. C'est un argument fort. Alors, bien entendu, vos arguments doivent être hiérarchisés. Si c'est un argument fort, ce n'est peut-être pas le premier argument lors d'une, j'allais dire, d'une joute argumentative utilisée en premier lieu. N'oubliez pas. Ensuite, l'argument, ici, ad hominem ou ad personam. Alors, l'argument ad hominem ou ad personam à utiliser avec précaution.
Parce qu'en fait, alors ad personam est la même chose à peu près qu'ad hominem, mais en plus puissant. C'est-à-dire qu'on attaque purement la personne. Il consiste à décrédibiliser la personne, lui donner l'impression qu'elle n'a pas les compétences pour parler de ce dont elle parle. Un député écologiste roulé en SUV, et moi dans la presse, et moi dans le Parlement, effectivement, lorsqu'on oppose un député écologique, mais n'est-ce pas vous qui rouliez en SUV, voiture polluante lorsqu'elle n'est pas électrique? Eh bien là, c'est une attaque ad hominem. Il y a une contradiction entre ce que vous dites et ce que vous défendez et ce que vous faites. Alors, évidemment, comme l'argument ad hominem et ad personam vise à disqualifier son partenaire, je déconseille très vivement bien de commencer par ce type d'argument. Pourquoi? Eh bien parce que si vous commencez une discussion ou un débat en disqualifiant votre partenaire, il n'y a donc plus de débat possible. Donc, peut-être à utiliser en dernier lieu lorsqu'on sent qu'on perd ses moyens ou lorsqu'on en a, ou lorsque nos arguments manquent. L'argument d'expérience. Alors, il est fondé ici sur l'observation. Il se fonde sur l'expérience. Ici, il souligne des choses parfois très concrètes. Si je dis par exemple que les gens qui ont peur des autres sont souvent agressifs, eh bien c'est une manière d'argumenter par ma propre expérience. Argument d'expérience à utiliser là au moment, si j'ose dire, opportun. En tout cas, là où j'estimerais pouvoir le faire. C'est un argument qui peut être assez puissant. Un argument, j'allais dire, que j'aime moins. Je vais m'expliquer le pourquoi. Alors, ici, évidemment, l'argument par les faits recourt aux faits, vous voyez, à des témoignages, par exemple. Seulement, les faits posent une question philosophique. Est-ce que ça existe, les faits? Est-ce que lorsqu'on parle de faits, eh bien, on n'est pas dans l'interprétation des faits? Telle est la question. Mais peu importe. Si on vous oppose des faits alors que vous avez la sensation que ces faits ne sont qu'interprétation de la personne, mais si la personne a réussi à les faire passer pour des faits devant un auditoire, vous avez perdu. Mais voilà pourquoi celui-là est plus lié à une forme plus fréquente, dirais-je, de manipulation. Vous pouvez tout à fait faire passer pour des faits des choses qui ne sont qu'interprétation des faits. Dernier argument ici, l'argument par les valeurs. Vous voyez ici à l'image qu'on se retrouve dans une manifestation. Les drapeaux à l'arrière nous laissent penser que c'est une manifestation de la communauté homosexuelle. Et devant ces manifestants, un jeune garçon oppose une croix. Alors évidemment, ici, cette image nous fait violence parce que d'une certaine manière, cet enfant déjà nous lance que la religion chrétienne, que Dieu refuse ces personnes, que lui, eh bien, il l'oppose, par exemple, à des manifestations qui exigeraient le mariage pour tous, les valeurs chrétiennes. Et c'est bien ce qui s'est passé du temps, justement, de la mise en place de la loi permettant le mariage des homosexuels. Donc ici, l'argument par les valeurs va se fonder sur les aspects moraux, par exemple, d'une société, ce qu'elle considère comme moralement bon ou moralement mal. Bien, alors nous allons commencer une première activité. Vous allez pouvoir déjà commencer votre activité et mettre pause pour vérifier que vous êtes déjà capable de repérer les différents types d'arguments. Donc dans cette première activité, il s'agira pour vous de
dire à quel type d'argument appartiennent les propositions suivantes. Je vous laisse quelques minutes, vous pouvez faire pause et nous procéderons à la correction immédiatement. À tout de suite. Bien, maintenant, procédons à la correction. Alors, sur la première phrase, il s'agissait donc de reconnaître quel était le type d'argument. Je précise encore que le plus souvent, dans l'expression et la communication, eh bien, ce sont les aspects dominants que nous allons faire ressortir. Dans la première phrase, les enquêtes menées par les journalistes du Monde ne révèlent aucun lien entre le niveau d'études et l'origine sociale des étudiants. Alors ici, il ne s'agit pas d'argument par les faits, mais il s'agit d'un argument d'autorité. Pourquoi? Parce que le journal Le Monde est considéré comme un journal extrêmement sérieux, une source extrêmement sérieuse également, donc ici, l'argument est un argument d'autorité. Deuxième phrase. La députée écologiste s'est photographiée à plusieurs reprises au volant de sa SUV. Ici, l'argument, on l'a vu tout à l'heure, est un argument ad hominem, c'est-à-dire que on attaque la députée puisque sur sa personne, en insistant sur le fait que entre ce qu'elle prône et ce qu'elle fait, il y a un hiatus, il y a une contradiction. Et donc, on disqualifie d'un seul coup sa possibilité de parler d'écologie. Ayant été professeur depuis plusieurs années, je peux effectivement affirmer que la formation des professeurs face à la délinquance est insuffisante. Bon, ici, c'est un professeur qui parle, eh bien, nous pouvons dire que l'argument est un argument d'expérience, puisque c'est à partir de celle-ci qu'il fonde son argument. Ensuite, les chronobiologistes affirment que le cerveau s'adapte mieux à l'heure d'hiver. Là, déjà, le terme chronobiologiste nous ramène à quelque chose qui a l'air de très spécifique, etc., très spécialisé. On sent donc ici qu'on a affaire à des scientifiques. L'argument est de type d'autorité. Il est normal de protéger les plus démunis, telle est la définition, telle est la tradition de notre République. Alors ici, bien entendu, argument par les valeurs. La République ici est un peu la synecdoque des valeurs qui s'y rejoignent. Donc liberté, égalité, fraternité. Donc ici on est bien affaire à un argument de valeur. Depuis des siècles, l'homme s'épanouit dès lors qu'il travaille. Alors là ici, argument un petit peu abstrait, on en devine ici qu'il s'agit d'un argument par les faits, et comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce totalement vérifiable? Bien sûr que non, ça se discute très largement, mais lorsqu'on utilise ce type d'argument, on le fait valoir pour un fait. Encore faut-il pouvoir le vérifier. Voilà pour cette première partie. Alors, continuons un petit peu notre parcours ici sur l'argumentation. Alors, l'exercice ici est intéressant parce que vous avez un certain nombre de thèses et vous devez vous y opposer en respectant le type d'argument demandé. Bien entendu, je vous donne un exemple. Prenons la première phrase. La retraite ne devrait plus être subventionnée par les actifs. Vous devez contre-argumenter en proposant ici un argument par les valeurs. Exemple, depuis toujours, la République a honoré ses seniors. C'est parce qu'eux-mêmes étaient actifs que la société s'est développée. Ici, vous voyez, je prends les valeurs républicaines et donc je propose un argument par les valeurs. Alors, lisez ici les autres phrases, essayez vous-même de proposer un certain type d'argument. Si vous avez des doutes, de toute façon, vous avez toujours la possibilité, en guise de commentaire, de me proposer telle ou telle assertion, et je vous dirai si effectivement elle correspondait bien ici à notre type d'argument demandé. Allez-y.
Corrigeons l'exercice. Pour la première phrase, je vous l'ai donné en exemple, passons directement à la seconde. Vous pouvez prendre la correction à titre de note. Ici, le réchauffement climatique est un complot des pays émergents. Et l'argument demandé pour s'opposer à cette assertion était un argument d'autorité. Vous pouviez, par exemple, dire que les chiffres des experts de l'ONU montrent bien que le réchauffement climatique est lié au gaz à effet de serre. Experts de l'ONU, argument ici d'autorité. Phrase suivante, assertion suivante. Pour une productivité efficace, mon entreprise est soucieuse du bien-être de ses salariés. Et ici, vous deviez utiliser un argument ad hominem. Vous auriez pu répondre, alors comment expliquez-vous que vous avez refusé récemment une enquête sur les risques psychosociaux dans votre entreprise par une association indépendante? Donc là, vous mettez en évidence une contradiction entre le propos tenu et les faits, j'allais dire, qui se sont produits. Phrase suivante, le niveau des étudiants français est inférieur à celui des générations précédentes. Vous y opposez avec un argument d'expérience. Vous inventiez. Comme professeur, aujourd'hui, je constate à l'inverse que les copies de mes étudiants, les copies de mes élèves montrent une maîtrise bien plus grande de la langue qu'il y a 10 ans. Phrase suivante. Connaître les fonctions du langage n'est absolument pas nécessaire pour les filières GMP. Il fallait un argument ici par d'autorité. Eh bien, c'est simple, vous pouviez tout à fait dire les chiffres du ministère de l'Éducation nationale montrent que l'échec en première année post-bac résulte d'une maîtrise précaire de la langue chez les étudiants. Et enfin, dernière phrase, les réseaux sociaux sont les principaux vecteurs de l'information vérifiée et on vous demandait un argument par expérience. Je possède un ordinateur depuis 15 ans et je constate que les fausses informations sont principalement relayées par les réseaux sociaux tels Facebook, et le mieux, eh bien après, c'est de donner un exemple, puisque un argument est accompagné d'un exemple lorsqu'il est solide. Bien, nous voilà avoir achevé un petit peu ce parcours sur les arguments. Maintenant, vous savez les reconnaître, vous savez les manier, mais il faut encore savoir, j'allais dire, les repérer au moment où ils se préparent. Vous allez regarder une vidéo extraite de BFM TV qui nous montre Madame Morinière interviewée pour parler de la procréation médicalement assistée. Alors, cette personne se présente comme quelqu'un contre la PMA. Et vous allez voir que dans la manière qu'elle a de se présenter, on peut d'ores et déjà deviner les arguments qu'elle va utiliser. Je vous invite à les repérer. Et quel est l'enjeu, par exemple, de cet exercice? Eh bien, si vous êtes capable de repérer par avance les arguments que vous êtes opposés, eh bien, vous serez prêt à y répondre et voir à les contrecarrer. Regardez. Pour aller plus loin sur ce plateau, Pascal Morinière, vous êtes médecin généraliste, président de l'association Famille Catholique. Vous êtes pour ou contre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes? Alors, tout d'abord, permettez-moi de me présenter un petit peu plus. Effectivement, je suis médecin généraliste, ce qui veut dire médecin de famille. Et donc, les familles et leur quotidien, leurs joies, leurs attentes, leurs espérances et toutes les sortes de familles, je connais assez bien. Et puis, présidente des associations familiales catholiques, avec une double mission qui est de promouvoir la famille et de rendre des services aux familles. Je le dis parce que c'est important. Nous faisons partie des institutions de la République au sein de l'UNAF, mais nous sommes aussi au CESE, nous sommes aussi au Conseil à la famille et à l'âge. Voilà. Et nous
rendons des services aux familles. Notre travail sur le terrain, dans nos 300 associations locales, consiste, avec nos 30 000 adhérents, consiste à rendre des services aux familles. La promo est bien faite. Sur la question de la PMA, parce que c'est aussi pour ça que vous êtes là. Tout ceci pour vous dire que ma parole est libre. Voilà, ma parole est libre et que je ne porte pas une parole politique, je ne porte pas une parole qui est celle d'un lobby, mais... Vous portez la parole du terrain, on l'aura compris. La parole du terrain. Bien, vous avez donc vu cette vidéo, ce journaliste soucieux d'arrêter cette autopromotion de Madame Morinière, parce que il sait qu'il s'agit là d'une stratégie qui se prépare, et nous étions censés deviner quel type d'argument allait se préparer. Alors, il est clair que Madame Morinière, se présentant comme médecin, ici, nous prépare à des arguments d'autorité. Ensuite, toujours comme médecin, les arguments d'expérience, là aussi, sont probablement prêts à être proposés. D'ailleurs, elle le dit clairement qu'elle connaît assez bien, vous allez dire, ce métier, que sa parole vient du terrain et que donc l'expérience ici en fera partie. Elle dit encore qu'elle appartient à l'Association familiale catholique de France et qu'elle est présidente de cela. Donc, on devine très clairement que cette personne va nous proposer des arguments par les valeurs, qu'elle va s'opposer à la procréation médicalement assistée en justifiant des valeurs religieuses et probablement traditionnelles qui fondent la France. Si vous avez repéré ça, vous pouvez d'ores et déjà la situer et vous pouvez d'ores et déjà préparer un certain nombre et certains types d'arguments, même des déjà vus. Nous avons fait notre parcours sur les types d'arguments. Désormais, nous allons entrer sur les types de raisonnement. Ici, vous voyez, parmi les images que j'ai choisies, la première de couverture d'Arthur Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison, puisque dans cet ouvrage, il nous propose d'apprendre à bien raisonner de façon à toujours donner l'impression d'avoir raison. Peu importe la question de la vérité dans cet ouvrage. Et vous verrez un certain nombre de trucs proposés. Par exemple, quand faut-il utiliser l'argument ad personam ou quand ne pas l'utiliser. Vous voyez, manière non pas de dire la vérité sur les choses, mais manière de montrer à l'auditoire, à vos interlocuteurs que c'est vous qui avez raison. Peu importe que ce soit la réalité des faits ou non. J'assiste dans la seconde image à un Socrate qui s'apprête à mourir puisqu'il a été condamné à mort. Il est condamné à boire la ciguë. Et ici, vous voyez que son doigt montre le ciel, et ce qui n'est pas sans nous rappeler la théorie défendue par Platon, c'est-à-dire celle qui consiste à nous dire que notre réalité est une réalité dégradée par rapport à la vraie réalité, celle du monde intelligible. Alors, plus connu sous le lieu commun, lorsqu'on parle de Platon, du monde des idées. Notre réalité est une réalité dégradée. La vraie réalité est située dans le monde intelligible. Vous lirez ça en lisant le Phèdre de Platon. À l'inverse, s'oppose Protagoras, qui lui est un sophiste, j'en parlais en introduction, reconnu ou connu pour cette philosophie qui met l'homme au milieu comme mesure de toute chose. C'est l'homme qui évalue les choses. Il n'y a pas de vérité vraie, si j'ose dire, mais il y a une vérité relative à chacun d'entre nous. Donc ici, le sophiste est un relativiste, puisque les vérités dépendent un petit peu de notre façon de nous représenter le monde, ou de notre façon finalement de formuler les choses. Donc vous voyez que la notion de vérité est fluctuante. D'ailleurs, n'oublions pas que la notion même de vérité est datable. C'est-à-dire que pour les Grecs, dans l'Antiquité, ce qui s'opposait à la vérité n'était pas finalement
j'allais dire, le mensonge ou ce qui est faux, mais plutôt l'oubli. C'est-à-dire que la vérité, c'était l'apanage des poètes qui vous permettait de ne pas oublier les grands faits historiques, les grands faits mythologiques. Continuons donc maintenant, nous allons voir les différents types de raisonnement. Vous avez ici, parmi les différents types de raisonnement, le raisonnement déductif, le raisonnement inductif, le raisonnement concessif, par l'absurde et par analogie. Nous allons un petit peu regarder précisément de quoi il s'agit. Alors, à l'intérieur d'une argumentation, un type de raisonnement est nécessaire. Le premier, ici, c'est le raisonnement déductif. Ici, la déduction fait partie de la vérité cohérente. Par exemple, nous trouvons des syllogismes, c'est Aristote, tous les hommes sont mortels, idée générale, or Socrate est un homme, médium, donc Socrate est mortel. Vous voyez, donc ici, je suis parti d'une généralité pour en arriver à un cas particulier. Attention, les syllogismes font partie également de la vérité cohérence et il ne s'agit pas de dénigrer le syllogisme parce qu'on peut tout à fait leur faire dire n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Toutes les choses rares sont chères. Or, un cheval bon marché est rare. Donc, un cheval bon marché est cher. Vous voyez? Mais attention, parce qu'en fait, ici, je ne respecte pas les règles très précises du syllogisme. Alors, je vous invite à relire ou lire la logique d'Aristote et vous verrez qu'effectivement, le syllogisme est un principe qui vise à obtenir des vérités et à partir d'une vérité repartir sur un syllogisme pour obtenir encore une autre vérité, mais que tout cela est très sérieux. Bien, alors, opposé au raisonnement déductif, le raisonnement inductif. Alors celui-ci, eh bien, part du cas particulier pour tirer une idée générale. Si je dis le mercure est un conducteur électrique, si je dis le cuivre est un conducteur électrique, si je dis l'aluminium est un conducteur électrique, je pourrais tout à fait conclure que tous les métaux sont des conducteurs électriques. Alors, le raisonnement concessif, c'est un raisonnement un peu particulier et qui peut s'inscrire effectivement dans une stratégie qui vise à convaincre ou à persuader. Dans la concession, vous acceptez un moment, ou vous faites semblant d'accepter un moment le propos de votre adversaire. Mais alors, en règle générale, c'est pour mieux le réfuter. Ici, regardez cet extrait entre Nicolas Sarkozy et François Hollande lors du débat de la présidentielle. Vous allez voir que ici, François Hollande n'hésite pas à faire des concessions à son adversaire, mais on sent que derrière ces concessions, il y a un peu d'ironie. On attend justement les arguments qui viendront remettre en cause le propos de son adversaire. Regardez. Parce que lorsqu'on est président de la République, on est président bien sûr de ceux qui ont voté pour vous, mais on l'est aussi de ceux qui n'ont pas voté pour vous. C'est peut-être ce qui fait notre différence. Oui, sans doute. Le peuple de France. C'est sans doute ce qui fait notre différence. Ensemble. Voilà. Car enfin, si vous me permettez... Si vous me permettez de terminer... Pardon, si vous ne voulez pas terminer, je vous laisse. Non, mais si vous me permettez de terminer... Et enfin, je pense que ce débat doit être ce moment de démocratie où les Français, en refermant la télévision, se disent on peut aimer l'un, on peut préférer l'autre, on peut être en désaccord avec ce qu'ils disent, mais ils ne nous ont pas menti. Ils n'ont pas joué l'esquive. Ils ont été vrais. C'est ça notre défi, monsieur Hollande, être vrai. Oui, chacun aura sa vérité et chacun sera authentique. Je n'imagine pas que vous feindrez et vous ne pouvez pas penser que j'esquiverai. Donc, nous nous parlerons face à face, directement. Nous nous dirons les choses, sans qu'il y ait quelque chose à cacher, à dissimuler. Mais je veux revenir sur le rassemblement, parce que je pense, comme vous, que c'est une notion essentielle pour notre pays. Et si vous avez le sentiment que pendant 5 ans, vous avez rassemblé tous les Français, vous ne les avez pas divisés, vous ne les avez pas opposés, vous n'avez pas montré celui-ci du doigt, celle-là de certaines distances, alors je vous donnerai quitus. Mais je sais que les Français ont eu ce sentiment.
d'avoir toujours à être soumis à des séparations, à des clivages. Moi, je parle de mon côté. Je suis de gauche. Je l'assume. Vous êtes de droite. Vous pouvez l'assumer ou pas. Le raisonnement par l'absurde vise à montrer les prolongements incohérents, inacceptables d'un point de vue ou d'une pensée. Il pousse cette pensée jusqu'à ses derniers retranchements de façon à montrer que les conclusions, lorsque l'on y vient, révèlent l'aspect totalement illusoire de ce point de vue. Dans l'extrait que nous allons regarder, s'oppose le philosophe Alain Finkielkraut à Caroline Dehaze, qui est présidente d'une association féministe. Celle-ci utilise un argument ad personam assez violent, puisqu'elle laisse entendre que le philosophe soutient les violeurs. À cet égard, et contre justement cette violence, le philosophe va utiliser un raisonnement par l'absurde. Le problème, c'est que le contexte compte, surtout lorsqu'on est médiatisé, surtout lorsque notre propos peut faire l'objet d'un montage. Plus tard, les réseaux sociaux, là où s'informent beaucoup de gens, vont garder simplement le raisonnement par l'absurde pour prouver que Caroline Dehaze a raison. Mais nous en discutons pour l'instant, regardez. Quand on dit qu'une fille de 13 ans violée par un réalisateur, en l'occurrence Polanski, c'était pas vraiment un viol. Non, mais je suis désolée, c'est l'actualité, il faut être au contact avec l'actualité. Je veux dire, quand vous dites ça, monsieur Finkielkraut, le message que vous envoyez à toutes les petites filles qui ont été violées dans ce pays, voilà, je dis aux hommes, violez les femmes. D'ailleurs, je viole la même tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça, monsieur Finkielkraut. Mais c'est du second degré. Mais c'est pas du second degré, c'est pas drôle. Vous êtes absurde. La joute, ici, est violente et agressive. Vous voyez que, à l'argument ad personam, Alain Finkielkraut oppose son raisonnement par l'absurde, manière de montrer à Caroline Dehaze que son positionnement fait de tous les hommes des violeurs, et lui-même un violeur, et qu'à l'intérieur même des couples, l'homme se découvre le violeur de sa femme. Pour Caroline Dehaze, il est impossible de dire ça, il est impossible de considérer qu'effectivement il s'agit là d'un raisonnement par l'absurde. Elle préfère lui opposer qu'il ne peut toujours pas défendre le viol, puisque telle est la position dans laquelle elle veut l'inscrire. Le journaliste rétorque, c'est du second degré, c'est du second degré. Mais pour elle, c'est indifférent, elle ne veut pas l'entendre, cet aspect. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, peu importe, la vérité pour elle ici, c'est de l'emporter. Quitte à tenir un propos que l'on pourrait juger diffamatoire. Cela la laisse indifférente. Plus tard, les réseaux sociaux vont tronquer le propos d'Alain Finkielkraut et le présenter comme quelqu'un qui appelle au viol. Il est donc nécessaire, lorsqu'on utilise un certain nombre d'arguments, de juger du contexte, de juger de son aspect, pour le coup ici, ironique, puisque certaines personnes feront semblant de le prendre pour du littéral. Nous voyons même les dangers d'un certain nombre de raisonnements, comme ici le raisonnement par l'absurde, puisque celui-ci peut n'être pas entendu ou n'être pas compris dans son caractère ironique. Voyons le raisonnement par analogie. Alors, ici, le raisonnement par analogie vise à essayer de montrer des ressemblances entre des situations qui n'ont pas forcément immédiatement de lien, mais qui permettent d'illustrer son propos et de le rendre plus éloquent ou plus compréhensible pour des personnes qui n'en auraient pas conscience. Vous allez regarder cette vidéo et Yann Brossat, qui est porte-parole du Parti communiste, ici, participait à l'élection européenne. Et vous allez voir qu'il va porter une accusation sur les lobbies qui influencent le Parlement européen grâce à une analogie assez efficace. Regardez. Beaucoup de lobbies qui sont là pour défendre le monde de la finance européenne. Deuxièmement, il nous faut effectivement
nous prémunir contre ce fonctionnement des lobbies, contre ce mécanisme de porte tournante qui fait qu'un commissaire européen se retrouve ensuite dans une grande boîte et qu'un dirigeant d'une entreprise se retrouve ensuite commissaire européen. Vous savez peut-être que le commissaire au climat, c'est l'ancien magnat d'une compagnie pétrolière. C'est un peu comme si on avait confié à Dracula le camion du don du sang. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc moi, je suis favorable à ce que pendant 7 ans, quand on a été commissaire européen... Confier le camion de don de sang à Dracula. Alors évidemment, cette analogie est parlante et forte. Et pour des personnes qui n'auraient pas trop saisi de quoi ils parlent lors de ces lobbies, sentent d'emblée qu'il y a un problème. Donc ils seront capables d'y revenir et d'aller chercher ce dont il s'agit. Nous avons donc vu les raisonnements principaux. Il s'agit maintenant pour vous d'entrer en activité. Et quel type de raisonnement s'illustre dans ces propositions-là? Alors attention, il arrive parfois qu'on ait l'impression que c'est tel ou tel raisonnement qui est en jeu. Je demande le raisonnement qui domine. Allez-y, et puis nous passerons à la correction dans une seconde. À tout de suite. Bien, corrigeons cet exercice. Première phrase. Louis, étudiant en GMP, révise la leçon de mathématiques. Dès lors, je suppose que tous les étudiants de sa formation doivent valider cette discipline ce semestre. Ici, on part du cas particulier Louis pour en tirer une généralité. Donc il s'agissait bien d'un raisonnement inductif. Deuxième phrase. Certes, je suis d'accord quand il s'agit de respecter les valeurs républicaines de propriété, mais je ne crois pas qu'expulser des familles en hiver nous fasse honneur. Alors ici, vous voyez bien que nous avons affaire, certes, je suis d'accord, à un raisonnement concessif, mais qui s'oppose toutefois à son adversaire. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme dont Socrate est mortel. Ici, nous l'avions vu tout à l'heure, on part de généralité pour en arriver ici à un cas particulier. Nous sommes dans un raisonnement déductif de l'ordre de la logique. Ensuite, cela veut dire que tous les 6 mois, le Bundestag donnerait son aval ou non à la continuation du projet? Ce n'est pas acceptable. C'est comme si vous construisiez une maison et que le banquier vous disait « Quand vous aurez construit la première dalle, je vous donnerai l'argent pour construire les murs et puis le deuxième étage. » Ici, raisonnement par analogie. D'ailleurs, raisonnement efficace. A est parallèle à B et que B est parallèle à C. Or, quand deux droites sont parallèles entre elles, si une troisième est parallèle à l'une, elle est parallèle à l'autre. Donc A est parallèle à C. Bien, raisonnement déductif. Sachant que statistiquement, ce sont des ménages payant des loyers élevés qui vont au ski, il suffit pour augmenter les chances de la famille Dupont d'aller au ski, d'augmenter leur loyer de 100%. Ici, on entend bien que c'est un argument par l'absurde. Bien, nous allons terminer cette première séance de rhétorique. Nous avons vu que la rhétorique était liée historiquement à la question philosophique de la vérité, puisque convaincre ou persuader voit ses défenseurs d'un propos qui ne s'inquiéterait pas de dire la vérité, mais de convaincre ou de persuader avant toute chose. Puis, nous avons vu aussi que dans la tradition philosophique platonicienne, eh bien, contre les sophistes, la vérité était placée en point de référence. Dans la prochaine séance, nous continuerons à travailler cette question à travers le maniement des figures de style qui participent aussi à l'art de l'éloquence, et nous verrons plus explicitement comment justement faire preuve d'éloquence lorsque l'on parle. Thème qui est bien entendu aujourd'hui très à la mode, puisque vous savez qu'au programme désormais du bac, nous trouverons une épreuve qui justement, une épreuve orale qui met en valeur nos capacités d'être éloquent ou de ne l'être pas. Alors,
je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui achèvera donc notre parcours sur la rhétorique, l'art de l'éloquence et l'art de convaincre ou de persuader. À bientôt.